Alors par contre, Thierry, on peut aussi envoyer des messages à une seule personne apparemment. Dans l'onglet en bas à droite, effectivement, vous pouvez sélectionner à tout le monde ou. Oui. Ok. Thierry, voilà, super. On te voyait Voilà. pas, on Non, je t'entendait m'étais pas. absenté, c'est volontaire de me mettre Merci. déconnecté. D'accord. Ok, Voilà. merci. Donc, François avait dit quelque chose là à l'instant. Oui, je disais que en bas à droite, il y a tout le monde, et normalement on devrait pouvoir envoyer des messages à une seule personne. Oui. Sauf que là, il ne me propose pas. Il me propose soit tout le monde, soit Contact Maison de l'Europe. Voilà. Oui. C'était bien l'objet de ma question tout à l'heure, oui. Tout à fait. C'est pour ça que j'essayais de t'y répondre, mais. Donc tout le monde aura les questions de tout le monde. Oui, j'ai Oui. ouvert la possibilité d'écrire à tout le monde. Vous pouvez réessayer. D'accord. Voilà. Oui, oui, oui. Donc là, on peut envoyer un message à l'une des personnes. C'est ça. Désolée, j'avais pas vu que c'était. Ah non. Voilà. Tu sais, on apprend tous. Moi, je ne sais pas encore utiliser Zoom en gestionnaire de réunion. J'utilise Jitsi, mais Zoom, on a un compte au niveau du mouvement européen. Je ne m'y suis pas encore essayé. On découvre tous ensemble. Alors, Voilà. juste pour information, je vois que Ketsia d'Esport FM s'est connectée. Donc, Ketsia nous a proposé d'enregistrer le webinaire et de pouvoir le diffuser ensuite sur sa radio. Donc, voilà, il sera ensuite réécoutable. Eh bien, merci Katia. Katia. Donc, c'est sur Radio Esport FM. D'accord. Bonjour Ketsia. Mais elle a son micro coupé, je crois. Oui, mais je vois qu'elle a mis un petit mot. Ah oui, 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 c'est ça.
Voilà, dans 4 minutes, je lance le live. Vous pouvez. D'accord. Donc voilà, je vois que ça arrive petit à petit. Ben oui. Il semble qu'il n'y ait pas de son. Moi, je t'entends. Ah, ok, merci. Ça y est, c'est bon. Ben, je pense que tu peux lancer, Stéphania. Oui, je vais lancer. Vous avez du coup le live qui s'affiche en haut à gauche de votre écran et après vous pouvez commencer. J'y vais. D'accord. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, je vais lancer le webinaire en remerciant tout d'abord toutes les personnes inscrites de s'être connectées en temps et heure à cette visioconférence relative à la protection des données sur Internet que nous avons joliment intitulée « Faites GAFA à vos données ». Voilà. Alors, un petit préambule, on va dire technique, hein, sur le déroulement de la réunion. Cette réunion est enregistrée, elle est en même temps en live sur le Facebook de la Maison de l'Europe et nous recevons les questions de tous les invités via le chat ou la discussion que vous avez sur le côté de votre écran. Alors, selon le type d'éléments et d'appareils que vous utilisez, vous avez une icône en bas ou sur le côté qui indique discussion ou conversation qui vous permettra de poser vos questions et nous les relayerons ici au gré de leur arrivée à nos intervenants.
Voilà. Donc, je reprends un petit peu le fil de la présentation. Cette visioconférence webinaire sur la protection des données est organisée par l'association Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne. L'association Maison de l'Europe est une association implantée sur la Genève depuis maintenant plus de 50 ans. Son rôle, bien entendu, est initialement et depuis l'origine de servir de centre de formation, d'apprentissage de langues étrangères auprès de personnes ayant plusieurs types de projets. Nous sommes agréés également jeunesse et éducation populaire pour tout ce qui touche au programme de mobilité européenne sur les différents programmes européens, dont le plus connu étant Erasmus+. Et le rôle que tient la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne sur ces actions est évidemment de faire connaître les actions de la Commission européenne et de l'Union européenne auprès des citoyens européens. Il faut savoir que pour cette qualité de l'information que nous diffusons, la Maison de l'Europe a été labellisée Centre d'information Europe Direct, CIED, initialement en 2013 et a été renouvelée dans son agrément en 2018. Nous avons à ce titre-là, pour ceux qui connaissent le bassin agenais, un petit local, boulevard de la République, qui est toujours ouvert à vous recevoir pour divulguer des informations. Donc, dans le cadre des actions de vulgarisation des politiques européennes et de l'organisation des débats à ce sujet-là, nous avons aujourd'hui la chance de recevoir des intervenants sur ce domaine-là qui touche de près tous les citoyens européens relatifs à la protection des données que l'on diffuse et que l'on divulgue avec plus ou moins de précautions sur Internet. Donc, je veux présenter comme intervenant en premier lieu M. François Adou, qui est le président du mouvement européen de Gironde et qui est spécialement le consultant RGPD, qui nous en dira un petit peu plus, en Nouvelle-Aquitaine. Et je vous présente également Maître Stéphane Arnaud, avocat du team Europe, qui sera également là pour aborder les questions, bien entendu, de droit relatifs à toutes ces données que nous faisons ou laissons circuler sur Internet. Je vais offrir la parole à chacun d'entre eux pour une présentation succincte et nous allons rentrer ensuite dans le débat de la protection de ces données-là. Donc, je laisse la parole à François Adou. Bonjour à tous. Alors, je suis François Adou, j'ai plusieurs casquettes, dont je suis actuellement président du mouvement européen français pour la Gironde. Depuis une vingtaine d'années, j'ai beaucoup travaillé au niveau européen dans le cadre du programme Erasmus et des programmes précédents, notamment sur les métiers de l'Internet, où j'ai longtemps fait partie du comité européen de normalisation, et nous sommes arrivés à une norme européenne sur la définition des métiers de l'informatique il y a 2 ans. Et lorsque le RGPD est sorti en 2018, lorsqu'il a été publié et mis en application en 2018, j'ai fait plusieurs formations avec la CNIL et le CNAM pour être au point au niveau RGPD, et je suis consultant spécialisé en RGPD et j'habite Bordeaux. Voilà, merci François. Nous avons maintenant Stéphane Arnaud qui va également se présenter. Bonjour Stéphane. Bonsoir à tous, merci d'avoir rejoint cette réunion. Donc, je consens expressément l'utilisation de mes données sur la plateforme Zoom, mais est-ce que ces données sont enregistrées et diffusées? Plaisanterie mise à part, donc Stéphane Arnaud, avocat au barreau de Marseille. Je suis membre du Team Europe, qui est un réseau de conférenciers experts de la Commission européenne. Conférenciers indépendants, on n'est pas les chevaliers blancs de la Commission européenne, nous intervenons sur les politiques européennes diverses et variées, avec pour mission d'informer le grand public et les acteurs locaux pour clarifier les questionnements relatifs à toute difficulté de compréhension dans la mise en œuvre des politiques européennes, ou comme ce soir sur les questions de numérique. Voilà. Voilà, donc merci Stéphane. Simplement, petite chose à vérifier. On a apparemment un écho sur votre son. Si vous avez la possibilité de bouger un petit peu les curseurs, il semble. Voilà, on vous laisse organiser ça.
Voilà. Donc, nous allons bien entendu enchaîner. Je pense qu'il s'agit d'un point assez important de notre vie en société et de nos actions de tous les jours, puisque Internet fait partie de notre quotidien et même on va dire, presque notre vie permanente. Et bien entendu, il y a régulièrement ces inquiétudes légitimes par rapport aux utilisateurs que nous sommes, de savoir ce que les informations que nous déposons ou que nous renseignons sur Internet deviennent. Donc, la première des choses, une politique publique a été rendue justement publique et a été mise en application pour tenter de protéger au mieux les citoyens que nous sommes de ces risques-là. Et j'aimerais avant tout démarrer avec cette question basique. La RGPD, en quelque sorte, à quoi ça correspond et qu'est-ce que cela veut dire? Je ne sais pas si l'un ou l'autre est plus habilité à répondre en premier. François, allez, je donne la Oui, parole à par François. exemple. En fait, c'est un règlement européen. Ça veut dire que c'est un texte qui est applicable dans toute l'Europe. Et qui a ensuite été, parce qu'il y a aussi une directive, ce qui fait que les parlements de tous les pays l'ont aussi intégré dans leur législation nationale. Le principe du base du RGPD est qu'il s'applique à toute organisation, partout où elle est dans le monde. Elle doit respecter le RGPD lorsqu'elle traite avec des clients européens, avec des citoyens habitant en Europe. Le principe, c'est pour pouvoir collecter des données, il faut avoir un accord formel de la personne qui donne ces données. Et on ne peut recevoir un accord formel que de la personne et non pas, moi je ne peux pas vous donner les coordonnées de mon collègue. Voilà. D'accord. Une donnée personnelle, c'est un nom, c'est une adresse mail comportant le nom ou permettant d'identifier clairement un nom, c'est une adresse, c'est un numéro de téléphone, c'est tout ce que l'on veut qui permet d'identifier quelqu'un de manière relativement sûre. Si je dis c'est la personne du 4e étage du 18 rue de la Poupée qui tousse, qui est enceinte, c'est une donnée personnelle parce que c'est très facile d'identifier la personne. Donc, le principe de base, c'est qu'avant de collecter une donnée, il faut informer la personne que l'on va collecter sa donnée, ce que l'on va en faire, combien de temps on va la garder, à qui on va la communiquer, et également, est-ce que cette donnée est susceptible de quitter l'Union européenne, puisque les législations peuvent être différentes dans d'autres pays. C'est absolument essentiel d'informer suffisamment les personnes et de recueillir un accord formel. Je ne veux pas dire que c'est bien appliqué aujourd'hui par toutes les entreprises, qu'elles soient françaises, européennes ou non européennes, mais de plus en plus, les équivalents de la CNIL dans tous les pays européens essaient de monter l'application de ce règlement et de cette directive. Très bien. D'ailleurs, on voit un petit peu on devine son application avec, lorsque nous nous connectons sur chacun des sites, maintenant nous avons régulièrement un petit écran qui nous indique notre choix de savoir si on veut accepter ou pas, ou rentrer dans des détails. C'est encore pas tout à fait clair, mais en quoi il est quand même important de dépenser ces quelques secondes préalables à la consultation d'un site pour pouvoir un petit peu te protéger. Stéphane, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, moi, à titre complémentaire, effectivement, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit sur le RGPD. Donc, effectivement, c'est une réglementation qui est donc de portée générale, qui est obligatoire dans tous ces éléments, applicable dans tous les États membres. C'est une mesure obligatoire pour tous et qui permet la matérialisation d'un droit fondamental qui est effectivement le droit à la protection des données à caractère personnel. Qu'il s'agisse de données à caractère personnel lorsque vous allez sur des sites de commerce, sur la protection des données personnelles en matière de DME, donc le dossier médical externalisé, sur la numérisation des données de santé, et où d'ailleurs la notion de consentement n'est pas tout à fait la même, puisque le consentement se veut renforcé, je dis bien se veut renforcé, puisque c'est assez compliqué, il faut un consentement libre et éclairé, et pas l'expression d'un simple consentement pour l'utilisation de données en matière médicale. On y reviendra peut-être, notamment sur les données biométriques, les données biologiques, d'imagerie médicale, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont passionnants, complexes, très difficiles à mettre en œuvre.
Mais ce qu'il faut retenir de ce RGPD, de la volonté de la Commission européenne, c'est effectivement de permettre à toute personne de voir ses données protégées, qu'il s'agisse donc effectivement de la protection des personnes physiques et qu'elles soient protégées, donc, comme on le disait à l'instant, par des institutions, par des organes tels que la CNIL ou par des entités assimilées à la CNIL dans d'autres pays de l'Union européenne, mais pas seulement sur le territoire de l'Union européenne, également dans les pays tiers. On y reviendra peut-être ultérieurement au vu de l'état de la jurisprudence, des dernières décisions qui sont intervenues sur cette question, je pense notamment à l'arrêt Schrems 2 sur le Privacy Shield, sur l'annulation du bouclier de données, mais on y reviendra tout à l'heure. Ce que je voudrais dire aussi par rapport au RGPD, puisqu'on pose la question, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'esprit de la Commission européenne, ce n'est pas quelque chose qui est né comme ça en se disant « tiens, il y a des GAFA, les données sont volées, les personnes ne sont pas suffisamment informées ». C'est un travail de longue haleine, de très longue haleine. Le RGPD, il n'a rien de nouveau, il n'a rien défini. Vous avez déjà, si je ne dis pas de bêtises, mais il y avait la directive de 1995, 1998, pardonnez-moi, qui déjà traitait de cette problématique-là, mais vous n'avez pas que l'Union européenne, vous avez aussi, comme organe, comme entité supranationale, vous avez aussi le Conseil de l'Europe. Donc vous avez d'un côté, effectivement, une réglementation européenne propre à l'Union européenne, qui est ce règlement directement applicable dans tous les pays de l'Union européenne, et vous avez en parallèle et de manière complémentaire ce qu'on appelle dans le jargon la Convention 108, qui est devenue la Convention 108+, qui est une convention du Conseil de l'Europe, et qui prévoit également des mesures de protection de tous les citoyens européens, que ce soit des citoyens au sens de l'Union européenne ou des citoyens au sens Conseil de l'Europe, avec un spectre beaucoup plus large. Le futur du RGPD, puisque là on parle du passé, on parle de l'actualité, des difficultés de mise en œuvre, il faut voir aussi le futur de ce RGPD qui concerne le règlement de la vie privée et des communications électroniques. Vous avez en lien, je crois que c'est M. Adou qui l'a mis sur Blocktel, une référence qui est très intéressante, qui est toute récente, justement sur la question de la protection de vos données personnelles, de numéros de téléphone, afin d'éviter d'être contacté de manière abusive, qui malheureusement a été récemment, même si ça peut se comprendre sur le terrain juridique, qui a été récemment annulé. Dire aussi, et j'en terminerai provisoirement, bien entendu. Et peut-être, bon, pour terminer ce trop long discours, dire que le RGPD, c'est un chantier parmi tant d'autres. Il s'inscrit dans une politique qui est beaucoup plus large au niveau de l'Union européenne en matière de transition numérique. Je pense à la cybersécurité, je pense à la digitalisation du marché intérieur, à l'encadrement juridique des intelligences artificielles, à la numérisation de la justice, à tout ce qui est coopération judiciaire, affaires intérieures, etc. etc. Et voilà, je vais en terminer là parce que sinon on pourrait y passer la soirée. Oui, et puis voilà, il faut aussi un petit peu laisser la place à nos internautes, à nos participants au webinaire qui nous ont déjà un petit peu, qui ont commencé à nous poser des questions. Là, on a bien compris qu'il s'agit d'une directive européenne qui touche essentiellement les citoyens européens. Or, nous avons déjà eu quelques questions relatives au GAFA, justement, et à ce que notamment Google peut provoquer, puisque l'application Gmail, dans quelle mesure cette application-là dépend ou peut-elle être contrôlée par le nouveau règlement général de la protection des données? Alors, pour moi, Gmail est non conforme au RGPD. Tout simplement suite à une décision de la Cour européenne de justice de cet été. Gmail est une société américaine qui dépend de ce qu'on appelle le Privacy Shield, c'est la version américaine du RGPD, et les autorités gouvernementales américaines, de par la loi et de par le Privacy Shield, ont accès à toutes les données qui sont détenues par les sociétés américaines où qu'elles soient dans le monde. Donc, forcément, Gmail n'est pas conforme au RGPD et utiliser Gmail, on n'est pas conforme. Alors, on pourrait dire que si on prévient clairement
les personnes qui vont donner leurs coordonnées, que les données vont sortir de l'Union européenne ou sont susceptibles de sortir de l'Union européenne, on est plus ou moins couvert, tout au moins dans la vision actuelle des choses. Mais voilà, toutes les données qui sortent ne sont pas compatibles au RGPD. Il suffit que vous récupériez toutes vos adresses mail sur Gmail et vous êtes en infraction avec le RGPD. Je pense que Stéphane est du même avis que moi. Je confirme. Stéphane, là-dessus? Bon, je confirme, hein, je n'ai rien de plus à dire là-dessus. On a effectivement cette animation du Privacy Shield, comme il vient d'être expliqué à l'instant. Et il faut savoir que dans Gmail, vos mails aussi sont scannés par des outils d'intelligence artificielle pour détecter effectivement, en matière de sécurité intérieure aux États-Unis, avec les événements tragiques qu'ils ont pu connaître et qu'on a connus aussi en France, qu'on a connus et qu'on continue de connaître en France, avec des mesures, alors là je remets ma casquette d'avocat, mais sur des mesures de contrôle de données personnelles qui sont plus poussées aux États-Unis, moins protectrices, on va dire, qu'elles ne le sont en France en termes de protection des droits fondamentaux. Ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette question de données, là je vais me faire l'avocat du diable, on parle de GAFA, on parle de Google, Apple, Facebook, Amazon et autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez sur ces applications qui se dictent et qui se veulent gratuites, quand une application est gratuite, ça veut dire que la personne qui l'utilise est un produit. Donc, vous êtes un consommateur d'un produit, et vos données sont vendues. Donc, vous êtes à la fois l'utilisateur, vous êtes à la fois le client et à la fois le produit. Donc, ce qu'il faudrait, la difficulté aujourd'hui, puisque tout va très vite, c'est d'avoir cet éveil, cette conscience numérique, cette conscience du numérique et cet éveil, cette conscience des difficultés que vous pouvez rencontrer, puisque effectivement la Commission européenne, les États membres réfléchissent à des mesures de protection, mais ça passe aussi par la responsabilité individuelle. Alors je ne dis pas qu'il faut se priver absolument d'accéder à des plateformes, à des outils, à des applications, etc., mais d'être quand même, de faire montre de vigilance sur les sites que vous y visitez, sur les applications que vous voulez utiliser, en vous disant tiens, cette application elle est sympathique, elle me permet de mesurer le nombre de pulsations cardiaques, mais où vont ces données? Où vont ces données? Je referme la parenthèse. Pardon. On voit d'ailleurs dans ces applications, dans l'utilisation de ces applications gratuites, beaucoup notamment une dernière polémique là, qui est née par rapport à l'utilisation de WhatsApp, par exemple, un logiciel de messagerie qui était jusqu'à présent crypté, donc qui semblait un petit peu protéger son utilisateur. Apparemment, WhatsApp a décidé de partager un petit peu plus de données avec la maison mère qui est Facebook, et ce qui a un petit peu défrayé la chronique. Donc, on sent quand même qu'il y a on va dire une volonté de chacun des utilisateurs de maîtriser un petit peu aussi ce qui est affiché sur Internet, mais on voit aussi les limites par rapport à des opérations de ce type-là. Comment l'Europe, disons, au niveau de son règlement, pourrait éventuellement apporter des réponses à ce type de problème? Alors, déjà, Stéphane. Oui, déjà, WhatsApp, effectivement, cette polémique qui est née par rapport au rapatriement des données vers la maison mère, puisque WhatsApp a été racheté par Facebook. Et donc, forcément, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Pourquoi? En vue de vendre les données, en vue de faire un profilage des utilisateurs et ensuite de faire un ciblage publicitaire. La Commission européenne a développé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'il y a il y a actuellement des consultations publiques sur ces questions-là, suite à l'annulation justement donc, suite à ce fameux Schrems 2. Il y a des consultations publiques sur la question de la protection des données. Alors j'allais dire, la première chose peut-être serait de ne pas utiliser l'application, mais là aussi on a d'autres moyens de communication. Maintenant, si on veut utiliser cette application, c'est en connaissance de cause et en conscience de cause sur la vente des données et sur la protection aujourd'hui qui est faite, comme on disait tout à l'heure, elle est en violation du RGPD. C'est la question qui peut se poser, c'est la question des sanctions pour ces auteurs qui ne respectent pas la réglementation. Donc c'est ça qui aujourd'hui qui est difficile à mettre en œuvre. Mais justement, à propos justement des sanctions, on voit que la Commission, l'Union européenne a condamné Google dernièrement, justement, à une sanction très très lourde pour justement cette non, pas lourde.
Pardon? Elle n'est pas lourde. C'est une sanction minime compte tenu de l'utilisation qu'en fait Google. D'accord. Donc, pour vous, à la limite, ils s'affranchissent un petit peu de cette amende pour pouvoir continuer à œuvrer dans Tout à dans leur fait, utilisation. Ouais. tout à fait. D'autant qu'ils font bien entendu appel, que la procédure sera longue et que donc, en attendant, ils continuent. Peut-on penser que c'est quelque chose d'orchestré? Disons que de leur part, leur business model, puisqu'en fait Google a presque tout de gratuit, leur business model, c'est de vendre et d'utiliser les données qu'ils recueillent. Alors principalement, mais pas seulement, sur les publicités. Vous faites par exemple une recherche sur une montre connectée. Vous allez derrière, vous faites la recherche sur Google, vous allez dans Facebook et vous allez voir des publicités de montres connectées qui vont vous apparaître dans Facebook. Donc en fait, avec les trackers qu'il y a dans les navigateurs et dans les applications, toutes ces données sont interconnectées et sont utilisées pour le marketing par les grandes entreprises. D'accord. Donc, effectivement, à l'échelle mondiale, ça peut avoir tendance à un petit peu effrayer, parce que pour le commun des utilisateurs, ça paraît un petit peu obscur, l'utilisation des données. En fait, en quoi, comment vont être utilisées les informations? Vous parliez d'adresse mail, de numéro de téléphone, effectivement de navigation sur tel ou tel site. Comment on peut arriver à identifier tel ou tel besoin pour le consommateur, en quelque sorte. Alors, en fait, pardon, si vous Stéphane. permettez. Non, mais Stéphane, oui. Très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD pose le principe donc, de la légitimité, de la licéité du traitement des données. Vous avez différents principes qui doivent être respectés sur savoir si ce sont des données nécessaires, si ce sont des données utiles, sur la minimisation des données, sur l'exactitude des données, et donc le droit effectivement à les voir modifiées en cas d'erreur, sur la question de la responsabilité du collecteur des données. Et ces données, quelles sont-elles? Et elles seront, Monsieur Adou complétera au besoin, parce que je n'ai pas tout qui me vient à l'esprit, mais les données, ça peut être effectivement le système d'exploitation de votre téléphone portable, de votre ordinateur. Ce sera les moments où vous avez des pics de connexion avec votre ordinateur, notamment par l'identification de votre, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, le numéro d'identification de votre ordinateur. L'IP. Merci, l'IP. L'IP de votre ordinateur, ce sera toute donnée que vous aurez renseignée. Et alors Oui. Facebook, effectivement, c'est un bonheur parce que Facebook, on va vous demander votre profession, votre date de naissance pour qu'on vous souhaite un joyeux anniversaire. Et puis, vous allez remplir des tas et des tas d'informations sur votre activité professionnelle, sur vos idées politiques. Je renvoie au problème de Cambridge Analytica, à cette difficulté. Etc., etc. Donc, c'est toutes données que vous allez renseigner, toute information que vous allez renseigner dans ces applications constitue une donnée susceptible de permettre un profilage du consommateur, des consommateurs que nous sommes, afin d'être revendu et donc de cibler si vous êtes plutôt un homme, plutôt une femme, quels sont vos intérêts de consommation, quel site vous visitez, à quel rythme, et en fonction de tous ces éléments, vous allez recevoir, d'ailleurs, ou quand vous allez parler d'ailleurs avec des amis, même si votre téléphone est éteint, ça vous est peut-être arrivé de recevoir après sur votre fil d'actualité d'une application diverse, une publicité pour le dernier véhicule, pour la dernière machine à laver. Moi, ça m'est arrivé récemment pour un voyage, puisqu'on rêve de voyage en ce moment, etc., etc. Est-ce que les données GPS que l'on met justement et que l'on utilise peut retracer, par exemple, l'historique d'un parcours? D'ailleurs, je crois que Google régulièrement se vante de vous renvoyer tous les mois les trajets que vous avez réalisés. Donc, manifestement, il y a aussi une perméabilité entre les données que vous renseignez au niveau de GPS et ces applications. Oui, non, tout à fait. Google, par exemple, est tout à fait susceptible de vous proposer des publicités pour le magasin devant lequel vous êtes en train de passer. Ah. Et pas,
Et pas seulement par le GPS. Il se trouve que vous avez navigué sur pas mal de choses. Et je cite souvent l'exemple d'une chef d'entreprise bordelaise, la Stéphanie Laporte, qui explique que un père faisant des courses dans un magasin a été surpris parce qu'on lui proposait des choses pour bébé. Et en fait, parce qu'il avait une fille qui allait être enceinte, mais qui ne le savait pas encore. Et déjà, les outils de tracking avaient identifié que sa fille était enceinte, mais elle ne le savait pas encore. Voilà. D'accord. On devine après les dérives et justement les extrémités que peut atteindre ce type de service, entre guillemets. Alors là aussi, une précision, c'est que tout à l'heure, je vous faisais le passé, l'actualité, le futur de la réglementation européenne. Et il faut savoir que sur la proposition de réglementation sur la vie privée et communication électronique, il est envisagé de recourir à plus de sécurité sur la géolocalisation des personnes qui renseigneraient donc leurs coordonnées pour se rendre d'un point A à un point B. Et c'est une... voilà. Donc mais c'est en cours. C'est en cours et pour l'instant, aussi longtemps que vous utilisez ces applications parce qu'elles vous rendent un service et que vous avez exprimé un consentement à les utiliser, finalement, vous vous retrouvez à être destinataire de publicités diverses. Mais alors, je vais faire un très, très, très grand écart avec les consommateurs lambda et puis avec la matière pénale, mais là aussi, je veux dire, en matière de justice pénale, ce qui est, pour retracer le parcours de certaines personnes, vous allez avoir des commissions rogatoires qui vont être ordonnées par un juge d'instruction afin de voir effectivement où votre téléphone portable a borné. Parce qu'on va, là on est dans le cadre d'une enquête policière, hein, donc c'est différent, oui. on n'est pas des simples consommateurs, donc il y a quand même il y a des obligations, par rapport à ça, mais pour vous dire que la traçabilité elle est quasi absolue. Elle est quasi absolue, et là où elle devient inquiétante, alors elle peut interroger et elle doit interroger dans le cadre de ces procédures, et elle doit être questionnée, débattue et disputée. En ce qui concerne maintenant la société civile et puis les personnes comme vous et moi qui n'avons pas a priori de difficultés au titre de nos activités sur les réseaux sociaux, au titre d'une activité licite, la question qui se pose, c'est, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la question de l'utilisation de données biométriques. Je prends l'exemple, vous prenez le dernier iPhone avec la reconnaissance faciale, vous avez eu le cas qui permet de vous reconnaître. Apple faisait également il y a quelques années avec ses téléphones, vous deviez mettre votre pouce pour finalement prendre votre empreinte digitale, et ça c'est autant de données qui sont communiquées à Apple. Où vont ces données? Comment sont-elles protégées? C'est des questions qui se posent. La question s'est posée en Suède, avec effectivement sur les données biométriques et sur ces questions, puisqu'on parle de géolocalisation et finalement d'identification des personnes, la question s'est posée justement pour savoir, pour vérifier si les élèves se rendaient effectivement à l'école. Il y avait un système de reconnaissance faciale qui a été annulé par la justice parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très invasif. Et qu'on avait outrepassé les compétences et les autorisations pour ce faire. Mais la dérive de ces questions-là, de ces applications-là, c'est par la suite les questions discriminatoires, etc., etc. Donc, effectivement, il faudra, à un moment donné, et l'Union européenne travaille dessus, que l'on prenne un cadre juridique, non pas qui soit figé dans le temps, mais c'est un peu la fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau, mais qu'une réglementation qui soit susceptible d'adaptation dans le temps avec l'évolution numérique. Mais voilà, j'ai encore trop parlé, je m'excuse. Non, c'est très, très bien. Je rebondis sur justement ce que vous disiez en début d'intervention. Au niveau du consentement, on l'a bien vu que voilà, les applications et ces sites Internet semblent se mettre un petit peu à la page au niveau de la réglementation en demandant un petit... Oui, je mesure un petit peu ce que je dis, en demandant, et on a toujours ces écrans lorsque l'on se connecte, de dire on vous informe que par l'intermédiaire de cookies, on est susceptible de garder des données, mais vous avez aussi le choix de refuser ça. Donc, là aussi, il y a peut-être en quoi il est important quand même pour chacun de nous de dépenser ce temps à bien répondre et à bien savoir de quel consentement on parle.
C'est tout à fait clair et c'est pas simple. Il y a deux choses. Il y a les données, effectivement, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, les choses qui m'intéressent. Mais ce qui est important, c'est le traitement qui en est fait derrière. Euh, et là, je suis pas certain que les sociétés qui traitent les données. Alors bon, je viens de répondre à Alex qui a posé une question. Un tracker comme DoubleClick, qui est un cookie qui est dans la majorité des navigateurs et qui traite les sites sur lequel vous allez. Quelle est l'autorisation que vous avez donnée à DoubleClick? Voilà. C'est une vraie difficulté de savoir quelle est l'autorisation que vous avez donnée à DoubleClick. Sur Facebook, par exemple, c'est très clair, vous avez donné pratiquement tous les droits quand vous avez ouvert votre compte. Également, quand vous allez utiliser Google, vous leur avez donné presque tous les droits d'utiliser et de transmettre à leurs partenaires, par exemple. Hein. Transmettre à leurs partenaires, c'est quelque chose qui est très courant. Donc, c'est quelque chose de très vaste. Ça veut dire qu'ils peuvent le transmettre à n'importe qui, quoi, en fait. Et ceci, même si nous avons cliqué sur je refuse ou sélectionner ne pas transmettre ne pas laisser les cookies entrer sur la navigation, par exemple. Ben, c'est pratiquement impossible de ne pas laisser entrer les cookies. Alors, il y a sur les sites, par exemple, il y a des cookies qui sont nécessaires et indispensables pour que la session se déroule. Mais normalement, ce cookie doit être effacé immédiatement dès que vous quittez le site. C'est pas toujours fait et il y a des cookies qui restent plus longtemps. Un cookie peut rester jusqu'à 13 mois selon la législation du RGPD. Je ne suis pas persuadé du tout que les cookies s'effacent au bout de 13 mois. C'est une des difficultés que l'on a à faire appliquer le texte. D'accord. Et donc, je rebondis sur une question. Si nous arrivons à refuser cette perméabilité aux cookies, qu'en est-il exactement de la qualité de l'information qui nous est à ce moment-là accessible? N'y a-t-il pas une sorte... Oui, Stéphane, allez-y. Donc là, actuellement, mais M. Adou me précisera peut-être la chose, certainement même. Normalement, aujourd'hui, quand vous cliquez sur refuser, que vous refusez de donner votre consentement, vous n'avez pas accès à l'information. Enfin, la plupart des sites vont s'arrêter. La réglementation en projet devrait permettre aux personnes qui refusent d'exprimer leur consentement pour voir déposer des cookies dans leur machine, téléphone ou ordinateur, puissent quand même accéder à l'information. Mais en théorie, vous n'avez pas accès, il y a des difficultés d'accès à l'information si vous n'émettez pas votre consentement. Oui. Mais... Ouais, disons que ça, c'est le principe. On a de la difficulté à le faire respecter. De plus en plus de sites acceptent que l'on refuse les cookies, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas les poser quand même. Aussi, hein, on voit très régulièrement les cas. Si vous êtes sur des sites américains, par exemple, il y en a beaucoup qui refusent les connexions venant de pays français. Enfin de pays européens. On est quelquefois obligé de passer par des VPN pour se positionner aux États-Unis, pour y avoir accès. Je pense notamment aux sites d'information comme le New York Times, mais je crois qu'ils viennent de modifier leur politique il y a quelques semaines. Mais pendant des mois, ils ont refusé toutes les connexions venant d'Europe à cause du RGPD. D'accord. Alors, on en vient maintenant peut-être à l'utilisation et au choix du navigateur. Y a-t-il pas des alternatives à Google ou à ce type de navigateur qui développent peut-être une politique un peu plus protectrice et un peu plus respectueuse de la vie privée? Personnellement, j'aime bien un navigateur qui s'appelle Quant, QWANT. Il y en a un autre qui s'appelle Brave, qui a l'air aussi beaucoup plus safe. Mais bon,
Disons que c'est quand même très, très difficile. Ce que je conseille aussi, c'est lorsque vous arrivez sur Internet, quand vous ouvrez une page, vous allez directement en haut à gauche si vous utilisez Google Chrome. Sinon, dans votre navigateur, il y a la fonctionnalité Nouvelle fenêtre de navigation privée. Et en fait, vous repartez avec une page qui est neuve sans aucun cookie. Et à la fin de la journée, quand vous fermez votre fenêtre de navigation, tous les cookies qui sont dans cette page disparaissent. Néanmoins, les outils de tracking comme DoubleClick, Google et autres vont identifier que vous avez la même adresse IP et donc vont quand même faire le rapprochement de qui vous êtes. Mais vous allez laisser beaucoup moins de traces. D'accord. Alors, d'autres données sensibles sont aussi utilisées sur Internet. Et je veux parler à ce moment-là des données bancaires. On a vu le développement exponentiel des e-commerce et des opérations de transactions via Internet et via les cartes bancaires. Donc, qu'en est-il à ce moment-là des renseignements que l'on donne pour commander sur Amazon ou sur X autres sites commerciaux, dans la mesure où on nous dit bien que c'est des documents, enfin des connexions chiffrées, mais qu'en est-il réellement? Parce qu'on peut avoir des renseignements et des certitudes là-dessus. Des certitudes aucune. Il y a des générateurs de numéros de carte bancaire, par exemple, qui existent. Je ne vous dirai pas où, mais vous payez un petit peu, on vous donne un numéro de carte bancaire, on vous donne le numéro, le cryptogramme et autres. Alors, de plus en plus, notamment depuis une directive DSP, si je me souviens bien, qui est assez récente, la majorité des opérateurs bancaires, notamment les Français, vous demandent de confirmer votre achat ou votre opération avec un code qu'ils vous envoient. Donc là, on a beaucoup plus de sécurité. Également, la législation française oblige l'ensemble des banques à rembourser sous 30 jours un paiement que vous contestez, qui a été fait. En fait, il faut demander à sa banque de fournir la preuve que c'est bien vous qui avez utilisé. Alors, il y a plusieurs manières de prouver que vous avez réellement fait un achat. C'est d'abord la signature, mais les cartes bancaires, on signe rarement. C'est le code que vous avez reçu sur votre téléphone portable. C'est le code PIN que vous avez saisi. Là, ce sont des preuves pratiquement absolues que vous ne pouvez pas contester. Mais si vous n'avez pas, enfin, si la banque n'a pas cette preuve comme quoi c'est vous qui avez réellement fait cet achat, elle est obligée de vous rembourser. D'accord. Donc, on peut penser qu'avec la mise en place de ces doubles systèmes de sécurité, on est peut-être un peu plus protégé que nous ne l'étions au début de l'e-commerce. Oui, ça n'empêche pas. Alors, ça n'empêche pas, la majorité des banques proposent d'avoir des numéros de carte virtuelle, des numéros de carte bancaire virtuels. C'est-à-dire que vous allez sur le site de votre banque, vous demandez un numéro de carte virtuelle. Il faut avoir demandé le service auparavant. Vous dites pour combien vous en avez, dans quelle monnaie. Il vous donne un numéro de carte qui est à usage unique. Et une fois que l'achat est fait, le numéro disparaît et ne peut plus être débité. Très bien. Donc, en résumé, on essaie un petit peu de faire le tour. Que conseilleriez-vous à quelqu'un qui voudrait se mettre un petit peu à l'abri de cette diffusion d'informations, tout en ayant accès à Internet, quoi, à tout ce que peut offrir Ouais, Internet? moi je dis principalement utiliser des fenêtres de navigation privée et pour les paiements en ligne, utiliser des cartes bancaires, des e-cartes bancaires, c'est-à-dire à usage unique. D'accord. Stéphane, notre avis là-dessus? Déjà, de ne pas aller sur certaines applications si on ne connaît pas très bien effectivement si les conditions d'information sur la politique de confidentialité ne sont pas claires. Là aussi, je veux faire encore l'avocat du diable. Sur Facebook, toute critique mise à part, vous avez quand même la main mise sur les outils pour
pour gérer finalement votre profil sur les données que vous voulez renseigner ou pas. Là aussi, je parlais tout à l'heure de conscience numérique et d'utilisation de réseaux sociaux divers et variés. Si on a des questionnements, des doutes, il faut savoir aussi que l'utilisation de l'Internet, de Google, de Facebook, de Apple, pas de Apple, de WhatsApp, de Signal ou autre, c'est autant d'outils numériques qui sont très utiles, très amusants et permettent le dialogue, enfin, d'avoir un lien social. Mais ce sont aussi des outils qui ont un impact et une empreinte carbone sur, voilà, qui ont aussi une empreinte carbone, puisque toutes ces données sont dans des fermes de serveurs qui consomment énormément d'énergie, qui polluent autant qu'une centrale nucléaire. Donc, quand on va sur de l'Internet, il y a aussi peut-être une démarche, je ne dis pas qu'il faut avoir une démarche éco-responsable, mais un petit peu quand même. Donc, moi, je publie moins de photos ou de vidéos de petits chats mignons, mais voilà, en tout cas, il faut être plus vigilant quand vous allez sur un site, de prendre le temps, même si c'est ce que j'appelle vulgairement des conventions, j'allais dire, bon, je ne vais pas dire le mot parce que sinon je peux avoir des problèmes avec l'opérateur téléphonique, mais vous avez c'est généralement écrit en petits caractères, c'est tout compliqué, c'est dans un jargon juridique, donc pas forcément facile d'accès. Mais vous pouvez effectivement après interroger la plateforme sur, si vous avez un questionnement, contacter la plateforme pour être certain de savoir comment sont traitées vos données. Et si vous estimez que vos données ont été volées, détournées, spoliées, que des renseignements sur vous sont erronés, vous avez toujours la possibilité de faire des réclamations auprès de cette plateforme et au besoin de faire une plainte auprès de la CNIL, qui est très réactive sur ces questions-là. Oui, faut pas hésiter. Alors notamment sur une société en France, si vous êtes appelé par une société, ça m'arrive de temps en temps, mais je le fais pas tous les jours. Il m'arrive de leur envoyer immédiatement un courrier ou un mail, leur demandant de me communiquer l'ensemble des données qu'ils ont à leur possession me concernant. En même temps, je leur dis que jusqu'à mon autorisation, je leur interdis de modifier toutes les données qui me concernent. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Je n'ai pas la preuve que... alors maintenant, je leur demande aussi, quand ils m'ont appelé, je leur demande de me fournir une copie du cahier d'intervention RGPD. Et des traitements RGPD. Alors derrière, ils m'appellent et ils me demandent ce que je veux, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. D'accord. Oui. Parce qu'en fait, une entreprise, quand elle traite des données, elle est obligée de l'enregistrer dans un registre qui s'appelle le registre RGPD, où elle doit inscrire toutes les opérations qu'elle a pu faire. Et effectivement, quand ils achètent un fichier, ils font un tri en fonction de certains critères. C'est donc une opération de traitement de fichiers, de traitement de données personnelles. Et je leur demande donc la copie de l'enregistrement dans leur cahier journal registre RGPD. Il y en a très peu qui le font et il y en a très peu qui ont un cahier. Donc, pardon Stéphane, allez-y. Étant précisé là aussi que la donnée n'est pas forcément numérique. Hein. Elle peut être sur support papier, ça reste aussi de l'utilisation de la donnée. C'est pareil. C'est de la donnée. Donc, même si le fichier numérique est effacé, si l'entreprise conserve de part vers elle des données sur tout client potentiel, ça reste une donnée exploitable. Je vais vous donner un autre exemple en matière de directive LCBFT, donc directive de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les avocats ont une obligation de vigilance pour certains clients et pour certaines opérations, et on doit tenir ce qu'on appelle un fichier de vigilance à disposition donc, de Tracfin, donc l'autorité qui est chargée donc, de vérifier effectivement les mouvements peut-être suspicieux de fonds. Et alors bien sûr, ce n'est pas Tracfin qui va nous taper à la porte en nous disant « communiquez-nous votre registre, le registre que vous avez établi », mais on doit tenir effectivement pour certaines opérations ce registre de vigilance. Et ce registre, à la demande donc, de Tracfin auprès de notre bâtonnier, doit être communiqué si effectivement Tracfin exprime un questionnement sur une opération, sur des fonds qui transitent par telle ou telle plateforme. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Et ça, c'est prévu par la loi. Donc, c'est prévu par le Code monétaire et financier. Si l'avocat ne le fait pas, alors, nous avons l'obligation, nous, d'informer le client par le biais de nos conventions d'honoraires que nous collectons des données, qu'il a accès aux données, aux modifications des données à tout moment, de lui communiquer tous les éléments que nous avons à sa disposition, que ce soit les éléments qu'il nous a transmis, que ce soit les éléments que nous avons créés par nos écritures, etc. Et il a un droit d'accès, de rectification et de vérification des données à notre disposition. Là, c'est pour vous donner un exemple pratico-pratique. Voilà. D'accord. On devine malgré tout que pour les communs des mortels que nous représentons, cette démarche est quand même un petit peu fastidieuse quoi, au niveau du recueil des informations que détiennent les applications sur nos propres données. J'ai une question et je reviens sur ce que disait François dans la conversation. Il aborde le cas des antivirus. Est-ce que ceci peut aider aussi à sélectionner, vérifier ou sécuriser un petit peu la navigation sur Internet? Oui, oui, tout à fait. Moi, je préfère des antivirus payants parce que je rappelle ce que je disais, enfin ce que l'on disait tous tout à l'heure. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, je dirais quelqu'un que l'on paye pour rendre un service. Bon, bien entendu, il faut quand même vérifier l'accord de licence, d'agrément et autres. Mais quelqu'un que l'on paye, il n'a pas besoin de revendre vos données. Par principe, quoi. Voilà, puisqu'il est payé autrement. Donc, je préfère utiliser des antivirus payants. Alors après, je ne dis pas que j'utilise le meilleur, d'autant qu'ils s'arrêtent dans quelques mois, ils ferment leur activité dans quelques mois. Voilà. D'accord. Un avis, Stéphane, là-dessus? Non, tout est dit. D'accord. Bon. Vous semblez un petit peu circonspect et plus… Ça dépend, mais la distinction a été faite parce qu'effectivement, je pensais aux antivirus gratuits et on retombe dans le même écueil. On retombe dans le même écueil des données, donc c'est pour ça. Bon, après, c'est effectivement un antivirus payant. L'inquiétude est moindre. Même si, oui, je ne vais pas dire que je suis paranoïaque, mais voilà, c'est pas de la parano, il faut avoir une conscience du numérique et savoir que nos données, potentiellement, mais c'est pas grave en soi non plus. C'est pas grave en soi, ça dépend des données qui sont utilisées, ça dépend des données qui sont récupérées. Et aussi longtemps que vous avez un accès, comme l'a dit M. Audou tout à l'heure, sur quelles sont les données que vous avez sur moi, quel accès, quelle vérification je peux faire, quelle correction je peux apporter, quelle suppression je peux demander, et que vous avez la possibilité, au besoin de… En plus, je veux dire, en France, on dispose quand même de la CNIL qui est ultra réactive sur les difficultés que l'on peut rencontrer. Enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, ça se passe plutôt bien. Mais après, c'est à chacun d'être aussi vigilant. Maintenant, je préfère avoir un antivirus gratuit que pas d'antivirus du tout. Faut bien être clair. D'accord. Parce que, en fait, je voudrais apporter peut-être, et vous allez m'aider dans ce sens, la distinction entre le fait de partager des données qui sont utilisées et exploitées commercialement et le fait d'être protégé de hackers ou d'attaques un petit peu malveillantes, qui est quelque chose qui n'en a rien du tout à voir avec la réglementation de la RGPD et qui est peut-être un peu plus, comme le disait Stéphane, un peu plus dangereux. Le fait de partager les données en soi peut être inquiétant, mais en soi aussi, c'est quelque chose auquel on a participé, donc auquel on a donné son consentement à nouveau. Alors, oui, pas toujours. Alors, je voudrais aborder très rapidement le cas des virus, enfin, ce que l'on peut appeler un virus, mais c'est ce qui est des ransomware. En fait, ce sont des pièces jointes qui vous sont envoyées par mail, éventuellement avec l'adresse de quelqu'un que vous connaissez bien, en qui vous avez toute confiance. C'est très facile. Moi, je peux envoyer à partir du moment où j'ai votre adresse, je peux envoyer des mails depuis votre adresse. C'est très facile. Il va vous envoyer un mail avec une pièce jointe du style c'est très drôle, regarde. On clique dessus et ça active ce ransomware. Et en fait, toutes vos données dans votre ordinateur sont cryptées. Et il vous demande un paiement en Bitcoin pour désactiver ce virus.
Si vous payez, vous n'êtes pas sûr du tout que vous payez à la bonne personne et qu'ils vont vous donner le code pour réactiver vos données. Je connais beaucoup d'entreprises qui ont perdu toutes leurs données, éventuellement leur sauvegarde, de cette manière-là. On a d'ailleurs l'exemple récent de cette semaine ou la semaine dernière, il y a quelques jours, de l'hôpital de Dax qui a justement été victime de ce type d'attaque. Tout à fait. Stéphane, là-dessus, sur les virus, sur l'attaque des hackers, est-ce que vous êtes saisi de dossiers qui ont trait à ça? Oui, bien entendu, mais c'est davantage. Alors, moi, je n'ai pas eu le cas de ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est plutôt le cas de l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement, des personnes qui ont utilisé leur carte sur des sites Internet parce qu'ils ont voulu enregistrer leur carte pour des facilités de rachat sur des sites de commerce divers et variés. Et qui, finalement, le site va se faire pomper. Après, c'est la question de la responsabilité du site. Hein, il va se faire pomper des informations avec l'utilisation frauduleuse des moyens de paiement. Bon, c'est généralement ce genre de difficultés qu'on rencontre au quotidien. D'accord. On pourrait peut-être parler 2 minutes des mots de passe. Allons-y. En fait, il faut. Enfin, il y a des sites qui vous permettent de vérifier si vos mots de passe sont compromis. En fait, ils le sont presque tous. Donc, en fait, il faut créer de nouveaux mots de passe assez régulièrement. Déjà, pour rentrer dans votre ordinateur, il faut un mot de passe. Si vous l'activez, alors je parle de Windows, mais c'est sûrement pareil sur Mac. Il faut le changer de temps en temps parce que forcément quelqu'un va le trouver. Donc tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous le changez. Également, avoir un mot de passe de messagerie très solide. Vous avez des applications, alors moi je parle de Dashlane par exemple, DASHLANE, qui est une application qui est gratuite sur un seul appareil, qui est payante tous les ans pour l'utiliser sur tous ces appareils. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations comme quoi ce système aurait été hacké, mais évidemment, ce n'est pas une sécurité à 100%, mais c'est une bonne sécurité. Ils vous permettent de créer des mots de passe robustes, solides, et non pas Papinou 24, qui est très facile à décrypter. Mais Dashlane est tout à fait capable de vous créer des mots de passe sérieux et costauds et de vous les rappeler quand vous en avez besoin. D'accord. Parce que justement, pour l'histoire des mots de passe, on a souvent, par facilité, on les laisse enregistrer sur l'ordinateur, dans la mémoire du navigateur, pour les retrouver plus facilement et à la limite ne plus avoir à les taper. Est-ce que ça aussi, c'est pas porteur de quelques dangers sur le partage des données? C'est forcément un danger puisque c'est un endroit de plus accessible sur lequel on peut prendre les mots de passe. Maintenant, des applications qui vont chercher dans le cache de votre navigateur les mots de passe, il y en a vraiment peu. Ça peut arriver, mais je dirais, faut faire attention sur quel site on va, bien sûr. Ne pas hésiter d'utiliser la fenêtre de navigation privée de votre navigateur. Ça limite fortement les risques. D'accord. Bien. Écoutez, je crois que nous arrivons au terme de ce webinaire. Je tenais vraiment à remercier les intervenants et de la qualité de leurs interventions, justement. Un petit juste dernier mot chacun pour pouvoir clôturer cette visioconférence sur rapidement les conseils, les ultimes conseils que vous confierez aux internautes pour être un petit peu plus protégés qu'ils ne l'étaient au début de ce webinaire. François, donc on a vu, vous préconisez l'utilisation de la navigation en fenêtre privée. Voilà, et de Dashlane pour ses mots de passe, parce que on en a 350 et on n'est pas capable de les retenir, donc on en met tout le temps le même. Voilà. C'est souvent le même. Ouais. C'est souvent le même. Ouais. Voilà. D'accord. C'est ça. Et bien également de protéger Dashlane avec un mot de passe robuste. Que l'on va chercher sur Dashlane. Par exemple. D'accord. Stéphane, un dernier mot?
Je confirme effectivement pour l'outil Dashlane qui est un excellent outil. Maintenant, pour le reste, j'en reviens à ce que je dis régulièrement. Donc, soyez vigilants aux données que vous diffusez. Développez votre conscience du numérique et voilà. Faites comme le petit poussé, parce que nous sommes tous des petits poussés, nous mettons dans l'utilisation de l'Internet, nous déposons ici et là des petits cailloux, des petites miettes. Bon, il faut éviter de trop en disperser pour protéger au mieux ses intérêts. Oui. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, je tenais à vous remercier donc spécialement de la qualité de cette émission. Je rappelle que cette émission a été grâce à la présence de Kezia d'Espoir FM enregistrée et sera certainement disponible en podcast très très rapidement. Cette intervention a également été enregistrée sur Facebook en live. Donc là aussi, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ce sera avec plaisir que nous continuerons ce débat hors ligne. D'accord. Eh ben, c'est en ligne, hein, effectivement, sur Facebook. Donc ça y est. Merci à toute l'équipe de la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct, d'Agen, dans Lot-et-Garonne. Voilà, merci bien. Oui, puisque nous rappelons, Stéphane étant de Marseille et François sur la région Bordeaux. Voilà. Très bien. Ben, je remercie toute l'audience et félicite tous les intervenants de s'être montrés aussi nombreux et aussi attentifs par leurs questions toujours intéressantes. Et je vous souhaite une bonne continuation et en espérant que vous aurez pris conscience de cette nécessité d'être un petit peu plus attentif aux données que nous partageons sur Internet. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir.